Salut, c'est FC Sun, et aujourd'hui on se projette dans un scénario qui pourrait bien devenir la réalité pour des millions de Français. Imaginez, vous êtes propriétaire depuis des années. Vous avez investi dans la pierre parce que c'était sûr, rentable, le fameux rêve français. Votre appartement, c'est votre plan retraite, la sécurité pour votre famille. Chaque mois, le virement du loyer tombe, régulier comme un métronome, une notification rassurante sur votre téléphone. C'est la preuve que votre investissement fonctionne, que vous avez fait le bon choix. C'est une mécanique bien huilée, presque une certitude dans un monde incertain. Et puis, un matin de janvier 2026, tout bascule. Vous ouvrez votre application bancaire, comme tous les jours, mais quelque chose cloche. Le loyer n'est plus là. Ou plutôt, il est là, mais il a fondu. Il est amputé. Moins 8%, moins 12%, et dans certains cas, c'est bien pire. Votre premier réflexe, un bug. C'est impossible. Vous fermez l'application, vous la relancez, le cœur qui bat un peu plus vite. Mais le chiffre reste le même, cruellement bas. Ce n'est pas une erreur, c'est réel. Le loyer a chuté. Et pas qu'un peu. Ce scénario, qui semblait impensable il y a encore quelques années, est en train de se dessiner dans plusieurs grandes villes françaises. L'âge d'or de l'immobilier locatif est-il terminé? Quelles sont ces 10 villes où le marché se retourne violemment? Et surtout, pourquoi? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. On va analyser, ville par ville, ce séisme qui pourrait redéfinir les règles du jeu pour les propriétaires et les locataires. Accrochez-vous, on plonge au cœur de la crise locative de 2026. On commence par le symbole absolu, la forteresse jugée imprenable, Paris. Pendant des décennies, la capitale a été l'Eldorado des investisseurs. Les prix montaient, les loyers suivaient, et la demande semblait infinie. Posséder un bien à Paris, c'était comme détenir de l'or. Mais en 2026, même l'or commence à perdre de son éclat. La chute n'est pas uniforme, elle est plus subtile, plus insidieuse. Elle frappe d'abord les biens les plus vulnérables, les studios et les petites surfaces en périphérie, dans les arrondissements les plus éloignés du centre. On parle ici de baisse de 5 à 10%, ce qui était inimaginable il y a seulement 3 ans. Le phénomène ne s'arrête pas aux portes du périphérique. Les banlieues chics, ces bastions de la stabilité comme Neuilly-sur-Seine ou Boulogne-Billancourt, commencent elles aussi à ressentir la pression. Les grands appartements familiaux trouvent plus difficilement preneurs au prix fort. Les entreprises, en pleine réorganisation post-Covid avec la généralisation du télétravail, réduisent leurs besoins en logement pour leurs cadres expatriés. La demande internationale, qui soutenait une partie du marché haut de gamme, s'est elle aussi effritée, refroidie par les incertitudes économiques mondiales et une fiscalité jugée moins attractive. Plusieurs facteurs expliquent ce retournement. Il y a d'abord l'effet de l'encadrement des loyers, qui, bien que déjà en place, commence à produire ses effets de long terme, limitant les hausses et créant un plafond psychologique. Ensuite, la rénovation énergétique obligatoire via le DPE a sorti du marché de nombreuses passoires thermiques, mais a aussi poussé certains propriétaires à vendre plutôt qu'à investir dans des travaux coûteux. Cette augmentation de l'offre à la vente a mécaniquement fait baisser la pression sur le marché locatif. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il y a un changement de mentalité. Les jeunes actifs, autrefois prêts à tout pour vivre dans la capitale, regardent désormais ailleurs. Le coût de la vie, les transports saturés et la possibilité de télétravailler depuis une ville plus abordable et offrant une meilleure qualité de vie ont changé la donne. Paris n'est plus l'unique objectif. La concurrence des autres métropoles devient féroce, et pour la première fois, la capitale doit se battre pour attirer et retenir ses habitants, ce qui se traduit directement par une pression à la baisse sur les loyers. On quitte la capitale pour descendre vers le sud, à Lyon. La capitale des Gaules,
a longtemps été l'une des villes les plus dynamiques de France, portée par son pôle universitaire d'excellence et son attractivité économique. Investir dans un studio étudiant à la Part-Dieu ou à la Guillotière était un placement de père de famille, avec une rentabilité assurée. Mais en 2026, la fête est finie. Dans certains quartiers étudiants historiques, on observe des chutes de loyers spectaculaires allant jusqu'à moins 8%. Un coup de massue pour des milliers de petits propriétaires qui avaient mis toutes leurs économies dans ces petites surfaces. La rentabilité, qui était le principal argument de vente, s'effondre littéralement. Prenons un exemple concret. Un studio acheté 150 000 € qui se louait 550 € par mois voyait sa rentabilité brute frôler les 4,4%. Avec une baisse de 8%, le loyer tombe à 506 € et la rentabilité chute à 4%. Cela peut sembler peu, mais quand on ajoute l'augmentation de la taxe foncière, les charges de copropriété qui explosent avec le coût de l'énergie et le coût des travaux de rénovation énergétique, le calcul n'est plus bon. L'investissement n'est plus rentable, il devient une charge. Face à cette nouvelle réalité, la réaction de nombreux propriétaires est radicale. Ils vendent, en masse. Le marché se retrouve inondé d'appartements, souvent des studios ou des T2, qui étaient auparavant sur le marché locatif. Cette augmentation soudaine de l'offre à la vente crée un cercle vicieux. D'une part, elle fait baisser les prix de l'immobilier à l'achat, ce qui incite certains locataires à devenir propriétaires. D'autre part, elle réduit la tension sur le marché locatif. Moins de locataires potentiels et plus de biens disponibles, l'équation est simple, les loyers baissent. De plus, Lyon subit de plein fouet la concurrence de villes moyennes alentour. Des étudiants ou des jeunes actifs n'hésitent plus à s'installer à Vienne, Bourgoin-Jallieu ou même Saint-Étienne, où les loyers sont 2 fois moins chers, profitant d'un réseau de transport régional qui s'est amélioré. La métropole lyonnaise, victime de son succès et de ses prix élevés, voit une partie de sa population la quitter pour trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et pouvoir d'achat. La pression démographique qui a tiré les prix vers le haut pendant 20 ans est en train de s'inverser. Continuons notre tour de France et arrêtons-nous à Bordeaux. La belle endormie qui s'était transformée en princesse vibrante. L'arrivée de la LGV en 2017 avait provoqué une véritable frénésie. Les prix avaient explosé, à l'achat comme à la location. Bordeaux était devenue la ville où il fallait être, où il fallait investir. Mais toutes les bulles finissent par se dégonfler, et celle de Bordeaux n'échappe pas à la règle. En 2026, on constate une glissade significative, de l'ordre de moins 7% en moyenne, qui frappe particulièrement les surfaces moyennes, les T2 et T3. Ce qui se passe à Bordeaux est un cas d'école. La ville a attiré tellement d'investisseurs et de nouveaux habitants que l'offre a fini par dépasser la demande réelle. Pendant des années, les prix ont été tirés par une forme de spéculation et d'engouement médiatique. Mais le pouvoir d'achat des Bordelais, lui, n'a pas suivi la même courbe exponentielle. Aujourd'hui, les locataires ne peuvent tout simplement plus suivre. Un T3 qui se louait 1 200 € il y a 2 ans peine à trouver preneur à 1 100 €. La réalité économique rattrape l'euphorie. Le signe le plus visible de cette tendance est l'accumulation des annonces en ligne. Là où un appartement bien placé partait en moins de 24 heures, il reste désormais visible des semaines, voire des mois. Les délais de relocation s'allongent dangereusement. Pour un propriétaire, 1 mois de vacances locatives, c'est une perte sèche qui annule une bonne partie de la rentabilité annuelle. Les agences immobilières reçoivent des dizaines d'appels de propriétaires inquiets qui n'avaient jamais connu une telle situation. Ils sont contraints de baisser leurs exigences, d'accepter des dossiers moins solides ou de concéder une baisse de loyer. Cette crise est aussi aggravée par la multiplication des programmes neufs en périphérie. Des quartiers entiers sont sortis de terre, comme au bassin à Flot ou à Brazza. Ces milliers de logements neufs, souvent achetés en défiscalisation Pinel, arrivent sur le marché locatif en même temps, créant une concurrence féroce.
Pour remplir leurs appartements, les propriétaires de ces biens neufs sont obligés de proposer des loyers attractifs, tirant ainsi tout le marché vers le bas. L'âge d'or bordelais semble bel et bien révolu, laissant place à une correction douloureuse, mais sans doute nécessaire. Direction la Méditerranée, à Montpellier. La ville la plus jeune et l'une des plus dynamiques de France démographiquement. C'est un cocktail qui a longtemps garanti une tension locative extrême et des rentabilités intéressantes. Mais en 2026, la machine s'enraye. On observe une baisse notable de 6% sur les T2, le type de bien le plus courant dans la ville. La raison principale est presque caricaturale. Montpellier est victime de son succès et d'une politique d'urbanisme ultra-intensive. En un mot, il y a eu trop de constructions neuves. Pendant des années, les grues ont fait partie du paysage montpelliérain. Des quartiers entiers comme Port-Marianne ou Ovalie ont poussé comme des champignons, remplis de programmes immobiliers destinés à l'investissement locatif, souvent via le dispositif Pinel. Le problème, c'est que tous ces appartements arrivent sur le marché en même temps. L'offre a explosé, mais la demande, bien que toujours forte, n'a pas réussi à tout absorber. On se retrouve avec une concurrence acharnée entre propriétaires pour attirer les locataires, et la seule variable d'ajustement, c'est le prix. À cette surabondance de l'offre s'ajoute un autre phénomène, le découragement des propriétaires. Beaucoup ont investi il y a 5, 10 ou 15 ans et se retrouvent aujourd'hui face à un mur de contraintes. D'abord, les charges de copropriété qui s'envolent, notamment dans les résidences avec piscine, un classique à Montpellier. Ensuite, les normes de rénovation énergétique qui imposent des travaux coûteux sur des bâtiments pas si vieux. Et enfin, une fiscalité de plus en plus lourde. Le calcul n'est plus bon. Pour beaucoup, il est plus simple de vendre que de continuer à gérer. Cette vague de vente d'appartements par des propriétaires bailleurs qui lâchent l'affaire vient encore plus déséquilibrer le marché. Elle augmente le stock de biens disponibles, non seulement à la location, mais aussi à la vente, ce qui permet à une partie des locataires de devenir propriétaires à des prix plus accessibles. C'est un effet domino. Trop de neuf tue le neuf, et fait baisser l'ancien. Montpellier, la surdouée de la démographie, apprend à ses dépens que la croissance a ses limites et que le marché immobilier n'est pas un puits sans fond. Restons dans le sud-ouest et posons nos valises à Toulouse. La ville rose, portée par le géant Airbus et son écosystème aérospatial, a connu des années de croissance insolente. Mais le ciel s'assombrit pour les investisseurs locatifs. En 2026, on enregistre des baisses de loyers de 5 à 7%, particulièrement marquées dans les quartiers excentrés et les communes de la première couronne, là où les programmes neufs se sont multipliés. Le moteur de la croissance toulousaine semble tousser, et le marché locatif en est le premier symptôme. Le principal problème de Toulouse est similaire à celui de Montpellier. La surconstruction. La métropole a misé sur une expansion rapide pour accueillir les nouveaux arrivants, avec des ZAC ou zones d'aménagement concerté qui ont vu fleurir des milliers de logements. Des quartiers comme Montaudran, Borde-Rouge ou la Cartoucherie sont devenus des vitrines de cette expansion. Le souci, c'est que la demande n'a pas tout à fait suivi le rythme effréné de la construction. L'attractivité de l'aérospatiale a connu des cycles, et les vagues d'embauches massives ne sont plus aussi régulières qu'avant. En conséquence, les propriétaires de biens dans ces nouveaux quartiers se livrent une guerre des prix pour éviter la vacance locative. Un T2 neuf à Borde-Rouge, qui devait se louer 600 € peine à trouver preneur à 560 €. Cette baisse dans le neuf a un effet d'entraînement sur tout le marché. Pourquoi un locataire paierait-il plus cher pour un appartement ancien dans un quartier voisin, alors qu'il peut avoir un logement neuf, aux dernières normes, pour moins cher? Les propriétaires de l'ancien sont donc contraints de s'aligner, rognant leur rentabilité. De plus, la mobilité au sein de l'agglomération toulousaine reste un point noir. Malgré l'arrivée de la 3e ligne de métro,
les embouteillages sont chroniques. Cela rend les quartiers excentrés, même bien desservis par les bus, moins attractifs qu'espéré. Les locataires privilégient l'hypercentre ou les quartiers très bien connectés, délaissant les zones où l'offre est la plus abondante. Toulouse paie le prix d'une croissance peut-être trop rapide et pas assez maîtrisée, et ce sont les investisseurs qui en font les frais aujourd'hui. Remontons vers l'ouest, direction Nantes. La capitale des Ducs de Bretagne a été sur le podium des villes les plus attractives de France pendant une décennie. Qualité de vie, dynamisme culturel, proximité de l'océan. Tous les voyants étaient au vert. Les investisseurs ne s'y sont pas trompés et ont massivement misé sur la ville. Mais en 2026, le modèle s'essouffle. On constate une baisse moyenne des loyers de 5%, un chiffre qui masque des situations plus difficiles dans certains quartiers. Le vent a tourné sur l'estuaire de la Loire. La rentabilité locative, qui était le moteur de l'investissement, est clairement en berne. Les prix à l'achat ont tellement grimpé ces dernières années que même avec des loyers élevés, il était devenu difficile d'obtenir un bon rendement. Avec la baisse actuelle des loyers, l'équation devient carrément négative pour ceux qui ont acheté au plus haut. Un appartement acheté 250 000 €, qui se louait 800 €, avait déjà une rentabilité brute faible de 3,8%. Une baisse de 5% du loyer à 760 € la fait tomber à 3,6%, avant même de compter les charges et les impôts. Cette faible rentabilité, couplée à un sentiment général que le pic est passé, pousse de nombreux propriétaires à vendre. Comme à Lyon ou Bordeaux, le marché nantais voit une augmentation significative du nombre de biens à vendre. Les annonces s'accumulent, les délais de vente s'allongent. Ce phénomène a un double effet. Il offre plus d'opportunités aux locataires d'accéder à la propriété, réduisant ainsi la demande locative, et il force les propriétaires qui veulent absolument louer à être plus compétitifs sur les prix. De plus, Nantes fait face à des problématiques sociales et de sécurité qui commencent à écorner son image de ville idéale. Certains quartiers, autrefois prisés, sont aujourd'hui moins recherchés par les familles et les jeunes actifs, qui préfèrent s'éloigner en première ou deuxième couronne. Cette redistribution des cartes au sein de l'agglomération crée de nouveaux équilibres. Les communes périphériques comme Rézé, Saint-Sébastien-sur-Loire ou Orvault deviennent plus attractives, tandis que certains quartiers de Nantes-Centre voient leur cote baisser, entraînant les loyers dans leur chute. Partons maintenant tout au nord, à Lille. La capitale des Flandres, avec sa forte population étudiante et sa position de carrefour européen, a toujours eu un marché locatif très tendu. Pour contrer la flambée des prix, la ville a mis en place l'encadrement des loyers. Mais en 2026, on observe un effet pervers inattendu. Une chute brutale des loyers sur certains types de biens, notamment les studios, qui peut atteindre moins 9%. Une situation paradoxale qui montre que, les bonnes intentions peuvent parfois avoir des conséquences désastreuses. L'encadrement des loyers, en fixant un loyer de référence majoré à ne pas dépasser, a eu pour effet de compresser la rentabilité des petits logements. Pour un investisseur, la marge de manœuvre est devenue quasi nulle. Impossible d'augmenter le loyer de manière significative, même après des travaux. Face à cette rentabilité écrasée, de nombreux propriétaires de studios et de T1 ont tout simplement décidé de se retirer du marché. Plutôt que de louer à perte ou pour un gain minime, ils ont préféré vendre leurs biens ou le transformer en location saisonnière de type Airbnb, moins contraignante. Cette fuite de l'offre locative classique a eu un premier effet, une pénurie de logements pour les étudiants et les jeunes actifs, qui ont eu encore plus de mal à se loger. Mais un second effet, plus surprenant, est apparu. Le marché s'est polarisé. D'un côté, une offre très rare et chère dans l'hypercentre. De l'autre, dans les quartiers un peu moins cotés comme Oisem ou Moulins, les propriétaires restants se sont retrouvés en concurrence avec une offre neuve importante en périphérie et des locataires au budget de plus en plus serré. Le résultat est une chute des loyers dans ces quartiers.
Pour louer rapidement, les propriétaires sont obligés de fixer leur loyer bien en dessous du plafond autorisé par l'encadrement. Le plafond n'est plus un maximum, il est devenu un objectif inatteignable. La mesure, conçue pour protéger les locataires, a finalement fragilisé le marché. Elle a découragé l'investissement, réduit l'offre et, dans certains segments, provoqué une baisse des loyers, non pas par un juste équilibre, mais par un appauvrissement général de l'offre et une concurrence accrue dans les secteurs les moins désirables. Faisons un crochet par l'Est, à Strasbourg. La capitale européenne et alsacienne bénéficie d'une situation unique, avec sa proximité de l'Allemagne et la présence de nombreuses institutions. Le marché locatif a longtemps été tiré par la demande des fonctionnaires européens et des travailleurs frontaliers. Mais en 2026, ce modèle montre des signes de faiblesse. On y mesure une baisse des loyers de l'ordre de moins 6%. Un chiffre qui s'explique par une conjonction de facteurs, notamment un changement de comportement des frontaliers. Pendant des années, de nombreux Allemands travaillant à Kehl ou Offenburg choisissaient de vivre à Strasbourg pour sa qualité de vie. Inversement, des Français travaillant en Allemagne vivaient aussi côté français. Or, la crise du coût de la vie et l'explosion des prix de l'immobilier à Strasbourg ont changé la donne. Vivre côté allemand est devenu financièrement beaucoup plus intéressant. Les loyers y sont plus bas et les aides au logement parfois plus avantageuses. On assiste donc à un lent exode des frontaliers qui préfèrent désormais habiter plus près de leur lieu de travail. Cette baisse de la demande spécifique des frontaliers n'est pas compensée par la demande locale. Strasbourg, comme d'autres villes, a connu un ralentissement économique post-Covid. Les entreprises sont plus prudentes, les embauches moins nombreuses. Les jeunes diplômés de l'université de Strasbourg n'hésitent plus à chercher leur premier emploi dans d'autres régions, là où les salaires sont peut-être plus élevés ou le coût de la vie plus bas. La ville perd une partie de sa force d'attraction, ce qui se répercute directement sur le marché locatif. Enfin, il y a une dimension psychologique. La crise sanitaire a laissé des traces. Les Strasbourgeois, comme beaucoup de Français, aspirent à plus d'espace, à un jardin, à une meilleure qualité de l'air. Cette quête de verre les pousse à quitter le centre-ville dense pour s'installer dans les villages de la campagne alsacienne, dans le Kochersberg ou le long de la route des vins. Ce mouvement de périurbanisation, facilité par le télétravail, libère des appartements en ville, augmente l'offre et fait mécaniquement pression à la baisse sur les loyers. Retour dans l'Ouest, à Rennes. La capitale bretonne a suivi une trajectoire similaire à celle de Nantes ou Bordeaux. Une attractivité record, une forte croissance démographique et une explosion des prix. Pendant des années, Rennes a été citée en exemple pour sa qualité de vie et son dynamisme. Mais en 2026, la machine s'essouffle brutalement. On prévoit une baisse des loyers de moins 7%, un des retournements les plus rapides du pays. Le miracle rennais semble toucher à sa fin. La principale cause, comme dans beaucoup d'autres villes de notre classement, est un décalage entre l'offre et la demande. Stimulée par des années de tension, la construction de logements neufs a tourné à plein régime. Des quartiers comme la Courrouze ou Beauregard ont vu sortir de terre des milliers d'appartements. Le problème est que cette offre massive arrive sur le marché à un moment où la demande, elle, commence à ralentir. La croissance démographique, bien que toujours positive, n'est plus aussi forte qu'auparavant. Le ralentissement de la demande s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, les prix sont devenus prohibitifs pour beaucoup, y compris pour les étudiants qui sont une composante essentielle du marché rennais. Ils se tournent de plus en plus vers la colocation ou des solutions de logement alternatives. D'autre part, l'attractivité de Rennes a créé une saturation. Les transports en commun sont souvent bondés, la circulation est difficile. L'effet ville à taille humaine qui faisait son charme s'est estompé. Face à cette situation, les investisseurs qui ont acheté des biens en Pinel dans les nouveaux quartiers sont les premiers touchés. Pour respecter leurs engagements de location et ne pas perdre leur avantage fiscal,
Ils sont contraints de baisser leur prix pour attirer des locataires. Un T2 neuf à la Kourouse, initialement prévu à 650 €, se loue finalement à 600 €, voire moins. Cette concurrence du neuf oblige les propriétaires de biens plus anciens, dans des quartiers comme Villejean ou Le Blône, à s'aligner, provoquant une baisse généralisée sur une bonne partie de la ville. On termine notre tour de France au pied des Alpes, à Grenoble. La capitale de l'Isère, grand pôle scientifique et universitaire, a un marché locatif très particulier, fortement influencé par sa population étudiante et ses jeunes chercheurs. En 2026, on y observe une baisse des loyers plus modérée, de -4 à -6%, mais qui touche une catégorie de biens bien précise, les grands logements, les T4 et T5, autrefois rois de la colocation. Ce qui se passe à Grenoble est révélateur d'une nouvelle tendance de fond. La colocation traditionnelle, où 3 ou 4 étudiants louaient un grand appartement ancien, est en train d'être détrônée par de nouvelles formes d'habitat. La première, c'est le co-living. Des opérateurs spécialisés rachètent des immeubles entiers pour les transformer en résidences modernes, proposant des chambres individuelles avec salle de bain, et de grands espaces communs, comme la cuisine, le salon, la salle de sport ou l'espace de coworking. Ces offres tout compris, loyer, charges, internet, ménage, séduisent une nouvelle génération d'étudiants et de jeunes actifs, malgré un coût souvent plus élevé. Face à ces résidences neuves et parfaitement adaptées, les grands appartements anciens des années 70, souvent mal isolés et nécessitant des rénovations, ne font plus le poids. Les propriétaires de ces biens ont de plus en plus de mal à trouver des groupes de colocataires. Ils sont obligés de baisser leur prix pour rester attractifs, ce qui diminue fortement leur rentabilité. Un T5 qui se louait 2 000 €, soit 500 € par chambre, peine désormais à partir à 1 800 €. L'autre facteur qui pèse sur ce segment est l'accès facilité à la propriété pour les jeunes ménages. Grenoble et sa métropole ont mis en place des dispositifs d'aide à l'achat pour les primo-accédants. Certains jeunes couples, qui auraient pu être locataires d'un T3 ou T4, préfèrent sauter le pas et acheter, notamment dans les communes de la périphérie comme Échirolles ou Saint-Martin-d'Hères. Cette fuite de la demande solvable sur le segment des grands logements locatifs contribue à la baisse des prix. Grenoble illustre parfaitement comment l'innovation dans l'habitat et les politiques publiques peuvent remodeler en profondeur un marché locatif. On arrive à la fin de ce Tour de France, et le constat est là, tangible. Vous, propriétaire, vous êtes peut-être dans cette situation, devant votre écran. Votre locataire vient de vous donner son préavis. Vous remettez l'annonce en ligne, presque par automatisme. Mais cette fois, c'est différent. Les messages arrivent, oui, mais ils ont tous la même tonalité. Le prix est-il négociable ? Accepteriez-vous une baisse ? Chaque message est une petite piqûre de rappel de la nouvelle réalité. Vous hésitez. Accepter, c'est admettre que la valeur de votre bien a baissé, c'est acter la chute. Refuser, c'est prendre le risque de la vacance locative, des mois sans revenus. Et pendant ce temps, l'échéance du crédit, elle, ne baisse pas. Les charges de copropriété non plus. Et cette question obsédante qui tourne en boucle, et si ça continue ? Et si dans 6 mois, c'est moins 20%? Et si le marché locatif, ce pilier de l'épargne française, était en train de basculer pour de bon? Pour l'instant, personne n'a la réponse définitive. Pas encore. Ce que l'on voit, ce sont les prémices d'un changement profond, d'une correction peut-être saine après des années d'euphorie. Mais une chose est sûre, en 2026, pour la première fois depuis des décennies, les loyers chutent de manière significative dans les grandes villes. Pas partout, pas de la même façon. Mais le mouvement est là, assez fort pour qu'un frisson parcourt l'échine de millions de propriétaires qui pensaient à leur investissement à l'abri de tout. Le rapport de force entre locataires et propriétaires est peut-être en train de s'inverser. Ce basculement pose des questions fondamentales sur notre rapport au logement, sur l'urbanisme de nos métropoles et sur les politiques publiques à mener. Est-ce une crise passagère ou une nouvelle norme durable ?
L'avenir nous le dira. Mais il est certain que le marché immobilier ne sera plus tout à fait ce qu'il était, et il pourrait même ne plus jamais l'être. Merci d'avoir suivi ce décryptage. N'hésitez pas à partager votre avis, votre expérience, que vous soyez propriétaire ou locataire, dans les commentaires. C'est un débat qui nous concerne tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.